Bienvenue dans Bien avec son corps, le podcast qui aide les personnes qui veulent renouer avec leur corps à explorer la méditation et le yoga comme outil d'écoute et de connaissance de soi. Je m'appelle Léa, je suis prof de yoga et de méditation, passionnée par le rapport que nous pouvons entretenir avec notre corps et plus largement avec nous-mêmes. Selon moi, ces pratiques sont l'occasion d'explorer un chemin de connaissance de soi qui permet, petit à petit, de développer une relation plus bienveillante avec son corps. Je vous partage donc dans ce podcast les apports de ces disciplines sur le rapport à soi, ainsi que des exercices concrets et accessibles pour, pourquoi pas, être bien avec son corps. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bien avec son corps. Aujourd'hui, je vous propose de répondre à une question qui paraît évidente de prime abord. Faut-il être souple pour être en bonne santé ? Peut-être que vous faites partie de ces personnes qui disent « J'aimerais bien faire du yoga, mais je ne suis pas assez souple ». Ou à l'inverse, de celles qui, convaincues que le yoga vous aiderait justement à gagner en souplesse, vous vous y êtes mis. La souplesse nous est vantée dans nos pratiques physiques comme un élément majeur de la bonne santé de son corps. Personnellement, j'ai toujours entendu qu'il fallait être souple pour bien vieillir, par exemple. Mais cette affirmation est-elle fondée ? Est-ce si problématique de ne pas être souple et pourquoi ? D'ailleurs, qu'est-ce que la souplesse exactement et pourquoi est-elle si importante ? Et puis, en regardant le degré de souplesse des jambes des footballeurs les plus puissants de la planète, j'ai personnellement été toujours convaincue qu'un travail égal de force et de souplesse était incompatible, comme s'il fallait plus ou moins choisir son camp. Est-ce que cette impression est fondée ? La force et la souplesse sont-elles vraiment deux qualités motrices opposées ? Enfin, dans un monde qui nous inonde d'images de postures de yoga toujours plus impressionnantes, dignes des contorsions du cirque du soleil, le but du yoga est-il vraiment de nous faire gagner en souplesse ? C'est tout ce à quoi je vais m'efforcer de vous répondre dans cet épisode. Commençons par définir les concepts. La souplesse, c'est quoi ? La souplesse, c'est la capacité qu'a un muscle de pouvoir s'étirer puis de revenir à sa taille normale au repos. S'il ne peut pas revenir à sa taille normale, on glisse alors vers le risque d'une blessure du muscle, à savoir une élongation, un claquage ou une déchirure par ordre de gravité. Vous comprenez donc déjà, avec cette définition, que oui, la souplesse est importante pour éviter de se blesser, parce qu'on a glissé sur une peau de banane, même si ça, en vrai, ça n'existe que dans Mario Kart, et qu'on claque un demi-grand écart pour pouvoir se rattraper. Il existe différents facteurs de souplesse, comme la génétique, l'âge, les proportions de notre corps, notamment la taille et l'angle de nos os, mais aussi le degré d'élasticité naturelle de nos tissus conjonctifs. Les tissus conjonctifs, ce sont, de façon très résumée et vulgarisée, les fascias, ce qu'on appelle les fascias, c'est-à-dire des gaines qui recouvrent nos muscles, mais aussi les muscles mêmes, les tendons et les ligaments. Dans notre corps, les muscles et les fascias sont faits pour pouvoir être étirés et contractés dans différentes amplitudes de mouvement. Les tendons et les ligaments, quant à eux, sont faits pour stabiliser nos articulations. Ils ne sont donc pas nécessairement faits pour être souples, on y reviendra. Au quotidien, la souplesse, mais aussi la force, sont indispensables dans un certain degré pour effectuer nos mouvements les plus courants. Nous pencher, attraper quelque chose en hauteur, soulever quelque chose qui est en dessous de nous, porter, sauter, courir, marcher et tout un tas d'autres mouvements. Par exemple, votre degré de mobilité dans les épaules va impacter votre capacité à élever le bras au-dessus de la tête pour attraper un paquet de céréales en hauteur par exemple. Et c'est votre force, dans les muscles du bras mais aussi des épaules, qui va contribuer à vous permettre de soutenir le poids du paquet de céréales à bout de bras, de stabiliser l'épaule, jusqu'à pouvoir reposer ce paquet de céréales à côté de votre bol pour votre petit déjeuner du matin. Donc, non, la force et la souplesse ne sont pas opposées, il existe des milliers de mouvements au quotidien où l'on combine les deux. Parce que la force, c'est quoi ? C'est la capacité d'un muscle à exercer une force contre une résistance en se contractant. Attention, en se contractant, pas en se raccourcissant nécessairement, même si la contraction peut entraîner un raccourcissement du muscle, on y reviendra. Il existe
4 principaux facteurs qui influencent la capacité de contraction musculaire et auront donc un impact sur le potentiel de force développé. On a d'abord le système nerveux, puis la grosseur du muscle en question, l'énergie disponible pour ce muscle, c'est-à-dire l'apport en oxygène, mais aussi dans notre alimentation et dans notre sang en nutriments, et la longueur de nos leviers, c'est-à-dire la longueur de nos os. Là encore, il s'agit des proportions de notre corps. Donc, on associe souvent la force musculaire à la grosseur du muscle, et c'est en fait une erreur. Ce n'est qu'un des 4 facteurs qui vont permettre de créer de la force. D'ailleurs, lorsqu'on travaille sa force, lorsqu'on commence à faire un travail de renforcement musculaire, la première adaptation dans notre corps qui va nous permettre de développer plus de force, c'est d'abord sur le système nerveux. Cela signifie qu'on va commencer par devenir plus fort, plus forte, sans nécessairement que la grosseur de nos muscles change. Et on peut aussi mobiliser de la force alors que le muscle est en étirement. On appelle ça le travail excentrique, et c'est celui qui permet de créer le plus de gains de force. C'est aussi souvent celui qui vous crée le plus de courbatures. Le travail excentrique, c'est ce qui se passe lorsqu'on descend les escaliers en freinant la descente, par exemple. Les muscles à l'avant de la cuisse, les quadriceps, se contractent pour freiner, alors qu'ils sont en étirement pour pouvoir permettre la flexion du genou. Ainsi, vous comprenez bien à ce stade que la force et la souplesse ne sont pas opposées, ni incompatibles, ce sont des qualités motrices différentes dans nos muscles, mais qui sont toutes les deux utiles, notamment d'un point de vue fonctionnel, c'est-à-dire des mouvements que l'on fait dans notre quotidien. Il existe plusieurs cas de figure dans lesquels on a envie ou besoin de travailler sa souplesse. D'abord, vous pouvez vouloir travailler votre souplesse parce que vous sentez que vous manquez énormément de mobilité dans votre quotidien, dans les mouvements dits fonctionnels que j'ai déjà cités préalablement. Vous pouvez aussi vouloir travailler votre souplesse pour pouvoir l'ajouter dans vos compétences vis-à-vis d'autres disciplines sportives. Par exemple, les coureurs, coureuses, les nageurs, nageuses travaillent souvent leur souplesse pour pouvoir, pour les uns, améliorer leur foulée, pour les autres, pouvoir gagner en amplitude dans leur crawl. Et enfin, vous pouvez aussi travailler votre souplesse parce que vous êtes dans l'objectif de devenir contorsionniste ou même circassien ou pourquoi pas même danseur et danseuse classique. Évidemment, entre ces différentes raisons de travailler votre souplesse, vos objectifs de souplesse ne seront pas les mêmes. Dans les cas les plus extrêmes que j'ai cités, comme la contorsion, le cirque, la danse classique, on recherche en fait une forme d'hypermobilité des articulations en plus de sa souplesse pour pouvoir amener le corps dans des amplitudes impressionnantes. Et cela fait donc plusieurs fois que j'utilise ce mot maintenant, un mot très important lorsqu'on parle de souplesse, la mobilité. Quelle est la différence entre la souplesse et la mobilité ? On peut définir la mobilité comme la capacité d'une articulation à bouger librement sur toute l'amplitude de ses mouvements, sans douleur ni compensation. La mobilité, c'est tout simplement l'amplitude de mouvement que nous offrent nos articulations. C'est pour ça qu'on parle aussi souvent de mobilité articulaire. Pour résumer schématiquement la différence entre mobilité et souplesse, on peut retenir que la mobilité désigne la capacité de mouvement d'une articulation, alors que la souplesse désigne l'élasticité d'un muscle. Il y a évidemment un recoupement entre ces deux notions, souplesse et mobilité, elles ont chacune un impact sur l'autre. Si nos muscles sont tendus parce qu'on manque de souplesse, qu'on n'arrive pas à les allonger suffisamment, l'articulation ne pourra peut-être pas parcourir toute son amplitude de mouvement, entraînant donc un manque de mobilité. La mobilité permet au corps de créer, de transférer de la force en sautant, poussant, grimpant grâce à nos articulations. Le travail de souplesse implique des positions passives ou dynamiques pour chercher à améliorer petit à petit la capacité d'allongement de nos muscles. Le travail de mobilité consiste à aller dans des amplitudes de mouvement maximales de son articulation et d'y créer du contrôle, de l'absence de compensation et de la force malgré l'amplitude maximale obtenue. Les études ont démontré que se contenter d'étirements passifs, comme le stretching, mais aussi comme ce que proposent de nombreuses postures de yoga,
permettent de créer de la souplesse dans une bien moindre mesure que d'autres pratiques. En effet, il a été prouvé que renforcer nos muscles, notamment avec un travail excentrique, est en fait un excellent moyen d'améliorer la souplesse et la mobilité. Si vous êtes une personne peu souple, peut-être que c'est un manque de mobilité dans vos articulations et pas seulement un manque de souplesse qui vous limite aujourd'hui dans vos mouvements, et inversement. Dans tous les cas, il faut donc travailler la souplesse, la mobilité et le renforcement musculaire pour pouvoir être en bonne santé. Si améliorer sa mobilité et sa souplesse est donc indispensable pour contribuer à un corps en bonne santé, la souplesse en tant que telle et toute seule n'est pas un but en soi, encore moins l'hypermobilité ou l'hyperlaxité au niveau des articulations. L'hyperlaxité, c'est l'élasticité excessive de certains tissus conjonctifs, particulièrement les tendons et les ligaments. Et de la même manière qu'un manque de souplesse ou un manque de mobilité va pouvoir créer des douleurs dans le corps, que ce soit au niveau musculaire ou articulaire, l'hyperlaxité crée aussi des douleurs dans le corps des personnes qui en souffrent, et je suis bien placée pour le savoir puisque je suis moi-même hyperlaxe de nombreuses articulations. Et en fait, on retrouve beaucoup de personnes hyperlaxes parmi les pratiquants et les professeurs de yoga parce que c'est agréable, facile de se laisser porter par sa souplesse excessive pour réussir à réaliser certaines postures. Le travail de mobilité en yoga m'a permis de réduire considérablement mes douleurs liées à mon hyperlaxité, que ce soit dans mon quotidien, mais aussi dans ma pratique, dans laquelle je vais moins loin, mais je construis plus de force et de contrôle, tout en continuant d'améliorer ma souplesse. C'est pour toutes ces raisons que je me suis formée en mobilité auprès d'Ayu Yoga School, dont je recommande chaudement les programmes, et que j'intègre maintenant des exercices de mobilité, mais aussi d'étirement actif et de renforcement musculaire dans mes séances de yoga, que ce soit dans ma pratique personnelle ou dans mon enseignement. Car, selon moi, le but de la pratique du yoga n'est pas de faire de nous des prétendants au cirque du soleil, sauf si c'est votre envie, et d'être capable de réaliser des postures impressionnantes. Le but du yoga, toujours uniquement selon moi évidemment, est de nous permettre de vivre bien avec et dans notre corps le plus longtemps possible, c'est-à-dire avec le moins de douleur et le plus de conscience possible. Le but du yoga, c'est de passer par le corps pour atteindre le mental. C'est donc de gagner en force et en souplesse du corps pour faire preuve de force et de souplesse mentale. Et cela ne peut se faire qu'en favorisant l'écoute, la bienveillance et la confiance en soi de savoir ce qui est bon et adapté pour nous. Personnellement, j'ai longtemps travaillé ma souplesse dans d'autres cadres que celui du yoga dans ma jeunesse. Et on m'a beaucoup reproché de trop m'écouter, de ne pas me pousser assez. Résultat, à 16 ans, je me suis arraché un morceau d'os dans le genou. J'ai subi une très lourde opération expérimentale et j'ai dû réapprendre à marcher pendant plus d'1 an de rééducation. J'ai mis 12 ans à retrouver ma flexion du genou. J'ai développé des douleurs articulaires dans la hanche et dans les épaules. Même quand j'ai découvert le yoga, j'ai longtemps privilégié l'amplitude et la forme extérieure au contrôle et aux sensations intérieures. Heureuse de pouvoir, en quelque sorte, utiliser mon hyperlaxité pour me sentir quelque part valorisée en arrivant à faire certaines postures qui semblaient particulièrement difficiles d'accès. Donc oui, le yoga peut nous aider à gagner en souplesse et en mobilité articulaire. Oui, un certain degré de souplesse et de mobilité, pas de souplesse seulement, est nécessaire pour bien vieillir, pour continuer à bouger le plus longtemps, le plus sainement possible. Mais réussir à mettre 1 ou 2 pieds derrière la tête, ce n'est pas ce qui va nous permettre de vieillir en bonne santé. Ce qui va nous permettre de vieillir en bonne santé, c'est de créer de la progressivité, de l'écoute, de pouvoir contrôler son mouvement et ses amplitudes, notamment dans les articulations, pour éviter le plus possible d'user prématurément notre cartilage et de développer conjointement à ce contrôle articulaire de la force et de la souplesse. Le yoga nous aide à faire tout ça,
mais il nous invite surtout à nous écouter et nous observer de l'intérieur en nous délestant de cette tentation du paraître à l'extérieur. Nous arrivons désormais à la fin de cette partie de l'épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à me laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est très important pour moi et pour la production de ce contenu. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, @leayogaya, où je suis ravie de vous retrouver pour échanger sur ce que vous ont inspiré les épisodes. Vous pouvez également pratiquer avec moi en ligne sur Studio Yogaya, un yoga accessible qui vous aide à créer force, souplesse et mobilité du corps, mais aussi conscience, confiance et écoute de soi. On se retrouve dans la deuxième partie de cet épisode pour une pratique de respiration, puisque nous l'avons vu, la nourriture que nous fournissons à nos muscles est essentielle pour développer leur force et leur souplesse.